Bonsoir. C'est bien, on a un public réactif. C'est donc la deuxième conférence cette année du cycle enseignement. Donc c'est la 5e fois que je vais vous expliquer ce que c'est que ce cycle. Donc c'est un cycle où on invite des personnes qui sont à la fois architectes et enseignantes, et on espère que ces deux pratiques ont des influences l'une sur l'autre. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle pourrait être l'influence de ces regards croisés. Alors l'année passée, donc, on avait invité des agences belges. Cette année, on a invité 2 agences françaises. On s'est rendu compte, en fait, depuis que ces 2 mondes ne sont pas du tout étanches. HBAT, que nous recevons aujourd'hui, a collaboré avec beaucoup d'agences belges. Ils ont notamment des projets à Bruxelles actuellement. Et puis, ils sont en train de collaborer aussi avec V+, sur le projet d'école qu'on vous a présenté l'année passée, donc la faculté de l'ULB. On voit donc que le monde est petit, surtout entre voisins. Alors, comme d'habitude, j'ai été voir sur le site ce que pouvait signifier HBAT, et je n'ai pas trouvé. Et donc, donc j'ai fait des petites hypothèses. Le H et le B viennent sans doute des noms de nos 2 conférenciers, donc Hélène Hart et Mathieu Berthelot. Le A serait pour architecture, le T serait pour territoire, et puis le A central serait pour atelier, puisque quand ils parlent de leur agence, ils ne disent pas agence, mais ils disent atelier. Moi, j'y vois simplement une attention particulière pour le processus du projet, le travail collectif à la table, etc., mais aussi sur la fabrication, donc la part constructive de l'architecture. On verra évidemment si c'est le cas. La conférence s'appelle As Found, et donc Hélène me disait qu'ils allaient surtout parler de projets de transformation, donc le T pourrait venir de transformation aussi. C'est aussi un sujet qu'ils développent en tant qu'enseignants, puisqu'ils enseignent tous les 2 à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Voilà, je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour déjà de nous avoir invités. On est ravis d'être là en voisin. C'est vrai qu'on enseigne, comme ça vient d'être dit, tous les 2 à Lille. Et on a aussi un peu la pression, parce que je viens de la conférence de William Mann juste avant, donc c'est un peu difficile de passer derrière. Mais je pense que ça va être un bon complément, parce que c'est vrai qu'on va vous montrer essentiellement que des projets de transformation. On s'est focalisé sur 5 projets de transformation qui sont à la fois, au vu de la demande qui avait été faite, en adéquation avec le travail que l'on mène en tant qu'enseignant, Hélène et moi, et puis le travail qui se développe de plus en plus depuis quelques années au sein de notre atelier. Pour commencer, il y a cette citation qu'on trouve assez intéressante dans le goût de l'archive, et je trouvais que commencer aussi par cela, c'est aussi important, parce qu'on n'a pas en tout cas la prétention à donner une leçon. Je sais qu'en Belgique, souvent on parle de leçon ou de lecture. C'est plutôt, on va vous narrer 5 histoires de projets, et on va peut-être moins se focaliser sur le résultat et peut-être plus sur le processus. Cette citation aussi, ce qu'elle dit, c'est le travail. Vous allez voir que le rapport à l'histoire, le rapport à l'archive que l'on a dans beaucoup de nos projets, et qui vont se révéler dans les 5 ou 6 projets qui vont suivre. C'est aussi ce que l'on voit dans cette toute petite maison modeste d'Allison et Peter Smithson, le Solar Pavillon, qui est un pavillon qu'ils vont construire pour eux-mêmes en 58-62, et qui va préfigurer un texte qu'ils vont écrire au début des années 90, qui est donc le titre de la conférence, qui est As Found,
et qui en fait est assez intraductible en français, mais si on devait le traduire, on pourrait le traduire par tel que trouver, ou trouver, faire avec ce qui est en place. C'est ce qu'ils vont, ce qui va être assez précurseur dans tout leur travail, et ce que l'on voit ici dans la transformation d'un corps de ferme qui était à l'abandon, où ils vont appuyer cette modeste maison sur le mur périphérique de la ferme, sur la cheminée, et puis sur tout un travail de récupération des sols qui est assez fantastique, mais on pourrait en tout cas y faire une conférence à elle toute seule sur cette maison, tellement il y a à dire. C'est aussi un autre travail qui nous intéresse, qui dans l'attitude en tout cas, qui est celui de Herman Daled, que vous connaissez peut-être, qui est un des grands collectionneurs d'art contemporain belge, qui est décédé il y a maintenant quelques années, et qui était en fait propriétaire de cet hôtel à Bruxelles, qui est l'hôtel Wolfer, qu'il va acquérir en 1977, au début de sa carrière. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec cet hôtel des années 30 qu'il va acheter, c'est qu'il va être confronté, comme on l'est nous aussi, et on le sera assez souvent dans les projets que vous allez rencontrer, à un vrai problème financier, puisque juste après avoir acheté cet hôtel pour lui, mais aussi pour sa collection d'art contemporain, c'était un des très grands collectionneurs d'art minimaliste et d'art conceptuel au monde. Aujourd'hui, sa collection est dans les collections du MoMA à New York. En fait, il va se retrouver, il s'avère qu'il fera faillite avec sa clinique privée, et il sera confronté à des gros problèmes financiers qui l'amèneront en fait à avoir une attitude un peu différente sur ce bâtiment, puisque faute de moyens, il va prendre le parti de ne pas du tout rénover, comme il aurait été de bon ton avec cette maison, c'est-à-dire de changer la cuisine, les carrelages, de refaire les peintures. Et pendant toute la durée de 1977 jusque dans les années 2010, je crois, au moment où il décède, il va conserver cette maison dans son état d'origine, puisqu'il s'avère que quand il achète la maison en 1977, il est le 3e propriétaire de la maison. Et la maison, au moment où il l'achète, est dans l'état original, tel que Van de Velde la livre en 1929. Et en fait, il va précautionneusement aussi, comme une œuvre d'art conceptuel, habiter cette maison sans jamais rien accrocher sur les murs, sans jamais changer le moindre carrelage, refaire la moindre peinture, changer le moindre parquet. Et il va même précautionneusement, comme ça, ramasser tous les jours les écailles des peintures d'origine de la maison. Et finalement, le peu d'intervention qu'il fera, ce sera que des travaux de réparation de la maison, où il réparera les menuiseries, il réparera les châssis, quelques éléments de couverture, et il ne fera jamais, durant la vie de cette maison, le moindre travail de réhabilitation dans l'état originel de la maison. Et cette idée de la réparation, c'est vraiment quelque chose qui va être prépondérant aussi bien dans le travail d'enseignant que dans le travail des 5 projets qui vont suivre. Et en fait, le seul élément, c'est ça qui est assez intéressant, qu'il avait affiché sur les murs, alors qu'il avait une collection extraordinaire de Sol Lewitt, de Donald Judd, de Richard Serra. Toute sa collection demeurait toute sa vie en réserve dans des caisses. Et le seul élément qui était affiché sur le mur, c'était cette petite citation de Louis Kahn, qui est en anglais, que je peux vous lire, qui est une traduction personnelle, mais qui est assez juste et qui va permettre aussi de comprendre le travail qui va suivre. Lorsqu'un bâtiment est en cours de construction, il y a une impatience à le faire naître. Aucun brin d'herbe ne peut pousser à proximité de cette activité. Regarder le bâtiment est une fois qu'il est construit. Chaque partie qui a été construite avec tant d'anxiété, de joie et de bonne volonté essaye de dire, lorsque vous utilisez le bâtiment, laissez-moi vous le raconter, comment il a été construit. Personne n'écoute que le bâtiment répond maintenant aux besoins. Le désir qui a présidé à sa construction n'est pas évident. Avec le temps, lorsque le bâtiment est en ruine, l'esprit qui a présidé à sa construction réapparaît. Il accueille le feuillage qui s'enroule et se cache. Tous ceux qui passent peuvent entendre l'histoire qu'il veut raconter à propos de sa construction.
il n'est plus en servitude, l'esprit est revenu. Et ensuite, c'est les deux artistes, en tout cas, qui incarnent beaucoup aussi l'approche que l'on a sur les projets à l'atelier. C'est Giuseppe Pennone et puis Kader Hatcha qui va suivre. Giuseppe Pennone, pourquoi ? Parce que ce qu'on voit sur cette image, c'est en fait lui-même dans son atelier en train de creuser à travers le cambium et l'aubier de l'arbre pour révéler les différentes strates du duramen de l'arbre. Et ça, c'est assez intéressant puisqu'il va aller comprendre l'histoire de l'arbre, toute la genèse, pour raconter une histoire. Et c'est aussi l'association du travail de Pennone à celui de Kader Hatcha qui nous intéresse, puisque ici, ce que vous voyez, c'est un travail de réparation. Ça m'a fait sourire, puisque tout à l'heure, je voyais dans le hall des travaux un peu similaires d'étudiants avec des scotch en tesa qui venaient réparer les fissures sur le bâtiment. Ici, vous avez un peu la même chose avec ces systèmes d'agrafes chez Kader Hatcha, qui est un artiste très intéressant franco-algérien, qui depuis plusieurs années, de par une constatation qui est celle que dans beaucoup des réserves de musées, les œuvres qui sont abîmées, qui sont cassées, à partir du moment où elles sont réparées, elles ne sont plus présentées parce qu'elles perdent leur statut, en tout cas dans la culture occidentale. Et lui, en fait, a constaté que dans la culture, notamment africaine et asiatique, au contraire, cette question de la réparation est quelque chose qui est mis en avant, qui est mis en exergue et qui est valorisé. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, nous intéresse beaucoup et vous allez voir de quelle manière. Un premier projet très très modeste, tout petit projet, qui est un projet de transformation d'une halle, Beffroi à Saint-Lô en Normandie, qui est peut-être le projet le plus modeste qu'on ait mené à l'atelier jusqu'à maintenant, qu'on a réalisé en 2020, on l'a mené à la suite d'un appel à projet qu'on avait gagné. C'était pas un concours, c'était sur note méthodologique, où la mairie avait lancé une consultation pour démolir cette halle, pour remplacer cette halle par une nouvelle halle de marché. Et en fait, nous, on avait pris le parti, et vous verrez que dans beaucoup des projets, c'est comme ça que l'on travaille, de se rapprocher d'un historien de l'architecture, un peu comme on peut le faire aussi dans les travaux quand on est à l'école, et avant d'intervenir sur le projet, de comprendre toute l'histoire de ce bâtiment, de cet existant. Et en fait, on a, avec Richard Klein, qui était historien spécialiste plutôt de l'architecture moderne, on a retrouvé toutes les archives d'origine de la reconstruction de Saint-Lô, et notamment de cette halle construite après la guerre par Alfred Mercier. Donc ici, notamment, la planche initiale. Et c'était un projet, en fait, d'une très, très grande qualité, et notamment extraordinaire sur le plan constructif, puisque vous allez voir après que la dalle de la couverture est une dalle en béton qui fait 4 cm d'épaisseur, avec très peu de ferraillage et avec une portée assez importante. Et en fait, cette halle était finalement destinée plutôt à la démolition et très très mal vécue dans la ville, puisque c'est un projet qui avait fait l'objet d'une première rénovation dans les années 90, en 95, par deux architectes nantais plutôt intéressants qui sont Barthaud et Barthaud, et ils avaient, eux, apporté une nouvelle extension qui est le bâtiment que vous voyez. Ça, c'est une photo qu'on avait prise la première fois quand on y est allé. Et en fait, l'extension qui avait été construite aussi de façon un peu... parce que les poteaux que vous voyez ici sur l'image, la rangée des 6 poteaux qui sont là, ce ne sont pas des poteaux d'origine, ce sont des poteaux qui avaient été refaits à l'identique de la halle des Merciers. Et puis il y avait eu cette extension qui avait été apportée et qui avait finalement qui avait en tout cas perturbé énormément l'écoulement de l'eau sur cette halle et qui avait fait éclater beaucoup des bétons. Et donc nous, on a plutôt, donc vous voyez notamment ici les raccords, on a proposé plutôt de démonter les extensions qui avaient été amenées dans les années 95, de réparer cette halle et de venir intervenir sous le bâtiment de manière
un peu comme de l'acupuncture et de manière très modeste, uniquement par les besoins qui étaient demandés au concours, c'est-à-dire une halle, un couvert, un dispositif de brise-vent à l'ouest qui est ici à ma droite, et puis un deck pour les poissonniers pour le marché et un endroit pour pouvoir ranger les poubelles. La lettre de commande, initialement, c'était celle-ci. Donc nous avons démonté toute la partie rouge qui est à droite et le carré qui venait se glisser en dessous. Et nous sommes venus en fait apporter uniquement les éléments qui étaient demandés, ce qu'on a appelé le meuble à poubelle pour ranger les poubelles, le deck pour les poissonniers, et puis l'élément de brise-vent que vous voyez ici sur la façade l'ouest, et qui sont des éléments qui viennent se poser, jamais de manière fixe sur la structure de Mercier. Vous allez voir ici comment, qui sont uniquement posés au sol. Et quand ils doivent venir se fixer sur la structure de Mercier, on ne les fixe jamais de manière pérenne par boulonnage ou par fixation de vis. C'est des systèmes de cerclage qui peuvent demain être démontés. Et donc, pour une raison ou une autre, si demain il y a un souhait de démonter l'ensemble des interventions que nous avons amenées, tous ces apports, même la verrière, est totalement réversible sur la structure de 44. Et donc là, vous voyez ces structures en béton assez magnifiques et ces apports très modestes, avec aussi ce travail de recherche de l'histoire que nous avions pu faire sur ce premier projet avec Richard Klein, qui nous avait permis aussi de retrouver l'emplacement de l'escalier initial, puisque ceci n'existait plus dans le bâtiment qui avait été construit en 1995. Et donc on a réouvert la trémie en retrouvant les plans initiaux d'Alfred Mercier, réouvert la trémie, repositionné un escalier, et donc même l'escalier, par exemple, ne se pose pas sur la structure. Tout comme le brise-vent qui est à gauche, qui est cet ensemble avec des portes qui peuvent s'ouvrir et qui, les jours de marché, permettent de protéger des vents dominants à l'ouest. Travail que l'on a pu aussi financer, puisqu'il y avait un problème d'économie très très fort, avec l'apport d'un travail artistique, puisque les brise-vents, en fait, qui étaient une réponse à la demande de protéger du vent le fonctionnement du marché, est aussi une intervention artistique. C'est un travail que l'on a mené avec Pierre Toby, un artiste de Bruxelles, qui a travaillé sur les verres et qui est un dispositif assez intéressant quand les portes sont levées ou quand les portes sont baissées. Et puis il est intervenu aussi sur le beffroi, puisque initialement, ce que l'histoire nous avait permis de retrouver aussi, c'est que le beffroi avait une lanterne initiale dans le dispositif de 44 qui avait disparu. Et donc on en a profité pour demander à Pierre Toby pour réintervenir sur la remise en place de cette lanterne, sans en faire non plus une refabrication à l'identique. Et donc il est venu positionner des verres, comme vous pouvez le voir, qui jouent aussi du reflet en journée ou en fin de soirée avec le soleil, et qui sont encore une fois des dispositifs totalement réversibles au cœur du beffroi. Je prends le relais avec le projet du pôle culturel de Montataire, donc un projet qu'on a conçu avec Pierre Eblink, architecte belge liégeois, et qu'on a remporté suite à un concours qui a été lancé donc par la ville de Montataire, dans la région de l'Oise. Donc on est dans le bassin craillois, qui est un bassin industriel du 19e, qui était fort développé. Et donc là, l'intention de la ville, c'était de s'emparer donc de ce patrimoine industriel, donc des halles construites par les frères Perret, 2 halles contiguës, une construite en 1919 et une en 1949, et de les transformer en espaces culturels, écoles de musique, studios d'enregistrement et salles de diffusion.
On s'est, comme c'était donc des ouvrages de Perret, on s'est évidemment rapproché des compétences extérieures, notamment sur la question de l'histoire, parce qu'on aborde donc nos projets de transformation par le biais historique. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir échanger avec Joseph Abraham, qui est donc le spécialiste de l'œuvre de Perret, pour comprendre en fait à quel moment dans leurs travaux ces halles ont été construites. Donc c'est déjà 2 périodes, donc ça c'était super intéressant. Mais on a aussi appris qu'en fait dans cette région-là, Perret avait construit d'autres bâtiments industriels, dont la fonderie, la grange que vous voyez à droite. À gauche, par contre, ce sont les 2 halles dans le contexte industriel d'origine. Donc, la halle de 19 servait de fonderie, celle de 49 d'entrepôt. En fait, elle remplaçait un autre bâtiment qui a été détruit pendant la guerre. Et le propriétaire construisait des machines agricoles et avait déjà commandé des entrepôts au Maroc. Auprès des Perret. Donc c'est une histoire voilà, de lien aussi entre hommes. Et Perret a construit, les frères Perret ont construit également ces entrepôts, ces grands entrepôts là, avec des sheds ovoïdes qui font un peu la particularité de ces constructions. Mais nous, on est sur un système de voûte béton très fin. Là aussi, on a des épaisseurs au sommet de 5-6 cm, très fines, et donc construites un peu de manière expérimentale par les Perret, parce qu'ils ont utilisé les commandes de bâtiments industriels pour explorer le béton armé avec des portées importantes. Donc là, on a une portée de 15 sur la halle de 1919 et de 24 sur la halle de 1949. Donc on est sur des bâtiments qui se résument vraiment à travers aussi ces objectifs-là, qui sont les objectifs structurels, la matière, le béton, la voûte, et puis cette ossature qui forme comme un squelette. Joseph Abraham nous a aidés sur la compréhension de cette expérience-là du béton, et a traduit en fait la démarche des Perret en nous indiquant réellement que pour la question de le remplissage n'avait là aucun intérêt. D'ailleurs, on avait des parties en briques, des parties en parpaing, des parties vitrées évidemment pour apporter de la lumière naturelle et le lanterneau, mais l'enjeu réel était vraiment la structure. Donc c'est ce qu'on a cherché à révéler bien évidemment dans le projet. Là, on a une vue extérieure, donc on voit qu'entre la photo plus ancienne et aujourd'hui, eh bien c'est une friche industrielle. Avec ces 2 bâtiments complètement isolés, avec un supermarché énorme, pas très loin, mais le contexte n'est plus là. Qu'est-ce qu'on a à la place? Des traces. Et ça aussi, dans le travail de transformation, les traces, l'histoire nous a bien intéressés pour faire une proposition. Donc là, la façade de la halle 1949, où on distingue déjà les éléments structurels des éléments de remplissage. Une vue intérieure avec ces poteaux arc-boutés qui font la particularité de cette construction. Et puis voilà, notre première démarche de conception, oui, au stade du concours, c'était déjà cette première maquette avec les structures complètement évidées. Et l'analyse de cette relation entre les 2 halles et entre cette enveloppe évidée et l'espace intérieur. Comment loger le programme d'une école dans ces structures, tout en révélant en fait ce patrimoine du XXe siècle. Ça, c'était notre enjeu. Et on a, à partir de cet évidement, réfléchi à la manière d'intégrer à l'intérieur et en retrait pour toujours valoriser et mettre en avant ces ouvrages en béton. Donc un travail en maquette, en plan, on voit qu'on a très rapidement décidé de positionner le hall comme un espace traversant, aussi à cheval entre les 2 halles pour que
à travers cet évidement complet de la structure, on soit dans cette relation à la fois entre deux types de béton, mais aussi deux structures, mais de différentes époques, mais conçues par les Perry. Au niveau de l'organisation du programme, c'est assez simple. La salle de diffusion se trouve ici dans la halle de 1949. Et ensuite, on a les locaux de l'école de musique et au fond, les studios d'enregistrement. Donc les grands espaces bénéficient d'un volume en double hauteur. Ils vont chercher la voûte qu'on voulait conserver et révéler dans certains espaces. Les petites salles de pratique individuelle sont elles ici au nord avec leurs parois déparallélisées. J'avance ici sur la coupe. En rouge, donc ce qui a été démoli, en bleu, ce qui a été reconstruit. C'est vrai qu'on a quand même transformé une des ailes pour retrouver la symétrie d'origine. On n'est pas allé jusqu'à la reconstruction de la voûte parce que voilà, dans notre Nebarch, on n'est pas non plus dans l'idée de faire une copie, mais quand même de retrouver cet équilibre-là nous paraissait important dans l'écriture en coupe. Donc le travail en maquette, qui permet de comprendre ce qui va se passer dans ce volume du hall, avec sa mezzanine qui permet à un moment de pénétrer aussi dans la halle de 1919 sous les potoirs boutés. Le travail de relevé qu'on a mené sur les sols et sur l'environnement du bâtiment nous semblait aussi primordial, cette approche-là de conservation. On a été accompagné par Frédéric Delesalle, qui est là présent ce soir, aussi pour traduire le réemploi de certains matériaux, notamment des parpaings qui avaient été démontés, mais de travailler autour de ces mousses qui sont là, autour des rails, des arbres à papillons, et essayer de conserver de retraduire ces traces-là également dans le projet paysager. Donc là, on est dans la partie phase chantier avec les démolitions, le sablage, le traitement des fers, des aciers, l'installation de la dalle champignon. Évidemment, on est complètement désolidarisé des structures existantes. On est rehaussé aussi parce qu'on est dans une zone PPRI. Mais ces manières de se détacher des structures nous intéressaient de toute façon sur le plan de la conception. Pour des questions d'économie, on a ramené des matériaux bruts aussi. Donc on voit les parpaings qui traduisent d'une certaine manière la façon dont nous, on va proposer quelque chose qui va répondre à cet état assez brut qui est révélé à travers l'évidement. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était ce vide, en fait, qu'on a déroulé autour de nos constructions pour que justement on ait à la fois des espaces capables d'usage un peu libre pour cette école de musique, mais aussi dans une manière de se mettre toujours en retrait et de révéler dans un premier plan ces structures. Donc là, on voit le projet fini. Le choix d'un enduit blanc contraste justement avec la matière béton. Là, encore une fois, l'idée de révéler la matière. Et on a des éléments structurels, évidemment, de renfort qui étaient nécessaires au droit des structures. Et donc, on a travaillé avec de l'acier pour être toujours dans une autre manière de faire, pour qu'on soit aussi dans cette idée de lire les réparations, le traitement des bétons. On n'a pas cherché à lisser, mais plutôt à montrer en fait ce que nécessitaient ces structures-là en termes de réparation. Quelques rajouts assez nets, assez forts, par exemple les descentes d'eau pluviale ici, mais à nouveau ce geste de se détacher des structures, on le voit, on se met à distance.
Voilà, donc quelques vues intérieures avec ces bétons banchés qui sont restés là comme ça, sablés à l'état brut et qui sont très beaux et que maintenant on peut regarder de près et toucher. Voilà, quelques vues actuellement avec l'état existant, très peu entretenu de l'environnement, et ça fonctionne très bien de cette manière-là. La ville entretient aussi de cette manière-là. Voilà quelques détails de renfort structurel. La vue du hall depuis la mezzanine. Les matériaux bruts qu'on retrouve là, c'est un peu notre palette d'outils qu'on aime employer, le flocage pour la voûte, pour garder en effet cette forme de voûte, le parpaing qu'on a vu tout à l'heure, qui s'exprime aussi pour compartimenter les espaces intérieurs, et pour les traitements acoustiques, de la fibre de bois, du bois naturel. Voilà, une gamme de matériaux assez bruts. Donc ici, on est dans la salle de danse. Pierre Toby, on l'évoquait tout à l'heure, sur le projet de la halle Beffroi, est intervenu aussi dans ce projet pour le traitement des verrières à travers le choix de vitrage teinté. Voilà, et ça c'est la salle de diffusion en l'état aujourd'hui, puisque on parlait d'économie de projet, là on n'avait pas eu le budget pour faire cette partie-ci du programme, et on espère que ce sera lancé d'ici peu. Un troisième projet, c'est celui de la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, qui est un projet d'une autre époque, qui date ici vous allez voir le dernier projet sera un projet de transformation d'un bâtiment des années 90, parce qu'on est aujourd'hui en fait amené finalement à transformer, ce qui est assez surprenant aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer des bâtiments de l'époque, à l'époque où on était étudiants, donc les bâtiments de nos pères, qui sont des bâtiments qui datent déjà d'il y a 20-30 ans. Ici, un bâtiment des années qui a été livré en 71 et qui a été assez important pour nous, puisque c'est peut-être le projet où on a poussé le plus loin la question du processus, du rapport à l'histoire pour imaginer ce projet. Encore une fois, ici, on a travaillé avec Richard Klein, qui était et qui est un des spécialistes dans l'histoire de l'architecture des maisons de la culture sous l'ère Malraux. Et en fait, quand on est arrivé avec Hélène la première fois face à ce bâtiment qui est absolument incroyable, qui est une sorte de club ouvrier, je ne sais pas si vous connaissez le club Roussakov de Melnikov à Moscou, il y a évidemment une similitude. Et on est tombé, nous en tout cas, amoureux quand on est arrivé en juin, je me souviens, à la première visite de site, et puis on a été accueillis par le directeur et le président du Grand Chalon, mais qui eux détestaient le bâtiment et qui globalement commencent la séance en nous disant si on pouvait raser ce bâtiment, on s'en porterait très bien et les Chalonnais seraient ravis. Et nous, on était au contraire totalement subjugués par la qualité de cet ouvrage. Mais on a quand même essayé, on a écouté ce qui nous avait été dit, on a essayé de comprendre aussi pourquoi finalement les Chalonnais en étaient venus à détester ce bâtiment que nous, architectes, on trouvait incroyable. En fait, ce bâtiment souffrait essentiellement de ce que vous voyez un peu en partie sur la carte postale, c'est que tout le socle, tout le rez-de-chaussée était totalement opaque, voire ici ouvert, mais avec à l'arrière un parking. Et on s'est dit, mais comment c'est possible d'avoir imaginé ce bâtiment, qui est un bâtiment qui devait inviter à accéder à la culture, en le détachant autant de l'espace public et de la ville.
Et selon nous, c'était sans doute un des points problématiques de ce bâtiment et dans sa relation à la ville et au Chalonnais, puisque sur le parvis qui est face à ce bâtiment, à l'exception de cette sculpture de 10 Souveraud pour lequel on a retrouvé des traces, il n'y avait jamais eu signe de vie sur ce parvis. Et en fait, avec Richard, du coup, un peu comme la malle de Pessoa, on a déterré, on a tiré une ficelle, et puis en tirant une ficelle avec Richard, qui est quelqu'un qui adore la recherche, il est allé, il a rencontré, on a d'abord rencontré d'ailleurs la sculptrice qui a fait tous les éléments en céramique qui se trouvaient dans le bâtiment, et qui, elle, se vit encore dans le sud de la France. Et puis là, elle nous a envoyé, elle, en Italie. Et puis de l'Italie, on est reparti dans les archives à Paris, puis dans les archives départementales en Bourgogne. Et on a retrouvé toute l'histoire de ce bâtiment. Et en fait, on a imaginé le projet à partir de l'histoire de ce bâtiment, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, ici, ce bâtiment qui se trouve sur cet ancien canal qui sera rebouché après la guerre, et en fait, Petit, qui est un architecte assez méconnu dans l'histoire de l'architecture, mais qui a pourtant une œuvre extraordinaire et de très grande qualité. C'est un peu les architectes commis de l'État qui, à cette époque-là, dans les années 60-70, ont réalisé le théâtre, l'hôtel de ville, et puis 300, 400, 500 logements. Ce sera le cas de Petit à Chalon-sur-Saône, puisqu'il va réaliser ici 3 grandes barres de logements, 7 tours d'habitation et la future maison de la culture, qui avait aussi cette particularité d'être une maison de la culture associée à un très gros complexe sportif, dans l'idée évidemment d'associer la tête et les jambes. Et donc, avec Richard, on va creuser, et on va retrouver toutes les traces, d'abord du renflouement du canal, de la position du bâtiment sur les anciennes fondations de ces maisons, donc entre 1926 et puis 1970, et puis cette dernière photo aérienne de 71. Mais ce qu'on va retrouver, ce qui sera surtout passionnant, c'est toutes les 5 projets en fait que Petit va réaliser avant de concrétiser son projet en 71, puisqu'en fait la première commande lui sera faite en 59 par le maire de Chalon-sur-Saône, qui lui commandera en fait très modestement un petit théâtre. Et puis, en fait, de ce premier petit théâtre, en 61, il va y avoir un deuxième bâtiment, puisque par la suite, Malraux, qui sera l'illustre ministre de la Culture sous De Gaulle en France, va lancer en fait tout un programme de maisons de la culture en France. Et il va décréter qu'une maison de la culture devait s'installer à Chalon-sur-Saône. Et donc, en fait, on demande à Petit de reprendre son projet de maison, son projet de théâtre, et de le transformer en maison de la culture. Donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que les projets vont être réalisés, la salle va tourner de sens, puis le bâtiment, ce sera plus une salle, ce sera 2 salles, puis 3 salles. Mais ce qui va surtout se passer, c'est qu'entre 60 et 71, il va y avoir une courbe inflationniste des ventes aussi de voitures automobiles. Et avec cela, en fait, au dernier moment, c'est-à-dire après le quatrième projet, on va retrouver, c'est ça qui était absolument passionnant, c'est qu'on va retrouver aussi toute la correspondance de Petit avec les services instructeurs des permis de construire et puis les services de la ville. Le maire écrit à Petit, alors que le permis de construire lui était attribué, et il lui demande en fait de rehausser son bâtiment pour intégrer un énorme parking sous le projet. Et en fait, Petit, alors qu'il s'apprêtait à démarrer le chantier, se retrouve à rehausser complètement ce projet qui initialement était au sol sur le parvis. Et il va subir, comme on subit souvent en tant qu'architecte, ce genre d'aléas, que ce soit des questions financières ou des questions politiques. Ici, on lui demande, alors qu'il s'apprête à démarrer son chantier, de remonter le bâtiment de 2,50 m.
il va se retrouver avec ce point problématique. On retrouvera aussi, et ça c'est assez intéressant, puisque étant en difficulté avec ce projet qui pour lui était un non-sens de le désolidariser du sol et de l'espace public, il va écrire lui à Claude Parent, un autre architecte que vous connaissez peut-être, le maître de la fonction oblique, et il va lui demander de résoudre en fait son problème qui consistait à retisser le lien de son sol, de son rez-de-chaussée décollé de 2,50 m avec le niveau de la ville. Et donc il y a toute une correspondance et des études qui seront faites par Claude Parent de systèmes de rampes, de plans obliques sur le parvis pour retisser le projet de Petit avec l'espace public. Et toute une série de projets qui seront évidemment avortés. Et donc il va subir pendant tout le déroulement de ce projet entre 58 et 71 tous les aléas, que ce soit politiques ou que ce soit économiques, pour en arriver à son 5e projet qu'il réalisera entre 68 et 71, qui sera ce bâtiment comme vous le voyez ici. Et je pense que c'est assez révélateur. On le voit sur cette maquette, la jardinière qui arrive pour histoire d'asseoir les pieds de son bâtiment, ou ici l'emmarchement et l'espèce de perron, histoire de combler le rapport de son projet avec l'espace public. On retrouvera aussi, et ça ce sera intéressant, souvent les photos de chantier, on apprend énormément de choses, et Bernard le sait, il fait un cours à partir de cela, on apprend beaucoup de choses sur les bâtiments à partir des photos de chantier. On aura aussi la chance de retrouver toute l'histoire de la construction du projet avec les photos de chantier incroyables qui nous permettront aussi de retrouver, vous verrez après, la géométrie de la salle que l'on n'avait pas compris en fait quand on est arrivé sur le site, puisque on était dans une salle qui avait un format d'un rectangle, d'une boîte à chaussures, alors que la géométrie extérieure n'avait pas du tout celle d'un rectangle. Et en fait, en retrouvant encore une fois toute l'histoire du projet et les photos de chantier, on va voir que dans les années 80, il y aura une rénovation qui sera réalisée et qui va transformer totalement la géométrie initiale du projet. Ici aussi des dalles en béton et des bétons qui étaient au fil du temps, qui avaient été cachés, soit derrière des placoplates, soit derrière des tentures, et que l'on pourra révéler grâce à ces photos. Un autre point important dans l'histoire de ce projet, qui est un projet avec une économie assez serrée, puisqu'on avait uniquement 5 millions pour réhabiliter 6000 m² de ce théâtre, qui est un projet assez gigantesque. D'ailleurs, on se perdait toutes les semaines dans ce bâtiment. Il a fallu beaucoup de temps pour apprivoiser ce bâtiment. À un moment donné, pendant le processus de conception des études, avec le scénographe, un soir, au restaurant, Philippe Waran, qui est de chez Artseno, qui est le scénographe, nous parle d'un metteur en scène de théâtre qui est Langhoff, et d'un rapport qu'il écrira dans les années 80, alors qu'il candidatait à la tête de la direction du théâtre de Genève, et qui est un rapport assez connu en fait dans le milieu du théâtre, puisque c'est un rapport qui, en tant que directeur, donnait une idée de ce que pouvait être un théâtre dans la ville dans les années 80-90. Et en fait, pour Langhoff, ce qui était important, c'était de replacer les artistes dans la ville, puisque quand vous allez au théâtre, finalement, les gens qui prennent tous les risques, ce sont les artistes qui sont sur la scène. Et lui, il avait imaginé dans son projet, je dirais, politique pour le théâtre de Genève, de loger tous les artistes sur les toitures de Genève, dans l'idée de rendre visibles en fait toutes les résidences d'artistes dans la ville. Projet qu'il n'arrivera pas à réaliser.
Et en fait, en discutant un soir sur le plateau de scène du théâtre avec le directeur du théâtre, Pierre Eblink, Philippe Poiran et nous-mêmes, alors que ce qui s'appelle ici une servante, la lanterne qui était allumée sur le plateau, parce que vous le savez peut-être pas, mais dans tous les théâtres du monde, en fait, quand la représentation s'arrête, les techniciens, alors c'est souvent c'est un objet fabriqué, c'est une ampoule avec une cage pour pas que l'ampoule se casse. Ce sont des objets fabriqués par les techniciens des théâtres. Dans tous les théâtres du monde, une fois que la représentation se termine, le théâtre ne s'éteint jamais. En fait, symboliquement, on n'éteint jamais un théâtre. Les techniciens viennent poser cette servante sur le plateau de scène, puisque symboliquement, c'est l'endroit où les artistes prennent les risques. Et en fait, de l'association de cette lanterne, de cette servante, de cette idée que la culture ne devait jamais s'éteindre, que le théâtre ne devait pas s'éteindre, et de cette idée que Langhoff avait de positionner les artistes sur les toits de Genève comme une boutade, on lancera l'idée de se dire, en fait, symboliquement, ce qui serait assez beau, c'est de positionner, puisque dans le programme, on nous demandait d'intégrer une résidence d'artistes dans le bâtiment, c'est de dire peut-être qu'économiquement, on peut peut-être être très économique dans nos interventions partout dans le bâtiment, et puis d'offrir aux artistes le plus bel endroit du théâtre, puisqu'on avait eu la chance pendant la visite de monter sur la cage de scène et sur le toit du bâtiment, c'est-à-dire à 50 mètres du sol qui domine la ville, de dire on va placer les artistes au plus bel endroit de la ville, puisque c'est aussi une ville où il n'y a pas de beffroi, il n'y a pas moyen d'avoir une vision élargie, et de positionner les artistes symboliquement au-dessus de la cage de scène, et symboliquement aussi de faire que après chaque représentation, cette servante soit visible de l'ensemble de la population et des Chalonnais, et de ne jamais éteindre le théâtre. Donc c'est le travail que l'on commencera à mener entre aussi le rapport de ce projet qui, nous, on avait assez vite identifié, le rapport du théâtre au sol, à l'espace public, à la ville, la commande qui nous était évidemment faite de retravailler sur l'ensemble des trois salles, la salle de 1000 places, la salle de 500 et la salle de 150, et puis symboliquement d'aller chercher le ciel avec les artistes au sommet. C'est ce que vous voyez ici en rouge, ce que nous avons démonté, et en bleu, ce que nous avons rapporté. Puisque ce que vous voyez aussi ici, c'est que dans le travail qui avait été mené dans les années 60, il s'agissait d'une salle très très peu pentue. Et aujourd'hui, les codes, je dirais, ce qu'on appelle les rapports salle-scène, et notamment dans les théâtres, on se retrouve plutôt avec des salles et des gradins très très pentus pour avoir un très bon rapport à la scène. Et donc on a dû rehausser au-dessus du gradin initial en béton ce nouveau gradin. Ce que vous voyez ici, avec toujours en rouge ce que nous démontons et en bleu ce que nous apportons. Et dans ce projet, c'est un projet qui correspondait un peu au même moment que Montaterre, on était soumis à une très très grande économie de moyens. On avait très peu de budget pour intervenir, et finalement on s'est dit c'est aussi parfois une très bonne chose, puisque ça vous oblige à aller à l'essentiel. Et donc on a très peu construit d'éléments neufs, à l'exception de cette extension que vous voyez ici sur la cage de scène de la maquette. Et nous avons essentiellement en fait démonté tout ce qui avait été rapporté dans les rénovations successives, et donc notamment ce travail d'archéologie que nous avions fait dans les archives de Petit nous ont aidé à cela, d'enlever toutes les couches et de retrouver toute la patine d'origine du projet. Et puis de démonter uniquement là où on avait besoin
pour des nouveaux besoins, en assumant aussi ses actions. Vous allez voir par la suite. Donc l'extension sur la cage de Seine, qui est la résidence des artistes, donc qui offre évidemment aujourd'hui une des plus belles vues pour Châlons. Et puis toujours ce travail de démontage. Alors on aime bien aussi cet artiste qui est Gordon Matta-Clark, qui vous avez sans doute déjà vu ces photos incroyables où c'était une époque aussi dans les années 60 où la sécurité ne se posait pas, où vous le voyez dans des immeubles. Notamment, il y a des images assez célèbres au moment de la construction du centre Pompidou à Paris. Vous le voyez avec des énormes scies découpés, des trémies dans des immeubles de grande hauteur. Nous, on le fait avec un peu plus de sécurité, mais d'ouverture de trémies là où on avait besoin, et notamment pour reconnecter le bâtiment à l'espace public, à la ville, pour faire que le premier étage de ce bâtiment, qui était en fait le rez-de-chaussée public, redevienne au niveau du sol. Et donc nous sommes venus démonter ces trémies. Et donc vous voyez par exemple volontairement, on n'était pas dans la géométrie de petits, pour faire aussi qu'on lise l'ensemble de nos interventions contemporaines. Non pas par ego et pour montrer, mais plutôt pour assumer et qu'il y ait cette compréhension dans la continuité de l'histoire de là où nous étions intervenus. Et puis donc, vous voyez par exemple ces systèmes qu'on voyait aussi de réparation ou de renfort tout à l'heure sur Montataire, où quand on découpe des dalles, ici il y avait un besoin d'installer un atelier de décor, puisque l'atelier de décor se trouvait sous 2,50 m, ce qui ne fonctionnait pas très bien. Donc on est venu découper des planchers, et donc volontairement, quand on découpait les planchers, on laissait la trace de ces découpes de planchers, ou ici une salle d'exposition qui est venue s'installer dans la partie, une ancienne partie du hall, où on vient moiser les poteaux ou les colonnes et où on lit ces interventions. Ou ici, puisque c'était un bâtiment qui subissait, qui n'était pas du tout accessible au PMR, parce que dans les années 60, on aimait aussi les demi-niveaux, voire 3-4 niveaux sur un même étage. C'était un enfer pour les personnes à mobilité réduite. Et dans un théâtre, c'est un programme qui demande énormément de manutention pour les techniciens. Le gros enjeu, et c'est aussi souvent une réussite quand vous êtes architecte, c'est quand vous mettez les techniciens dans la poche, vous réussissez plus facilement le projet. Et notamment, mettre les techniciens dans la poche, c'est leur faciliter la vie. C'est-à-dire que quand vous devez charrier des chariots avec des projecteurs très très lourds et du matériel, c'est quand même plus facile quand tout est de plein pied ou accessible avec des monte-charges, ce qui n'était pas du tout le cas dans ce bâtiment initialement. Et donc nous avons dû remettre à niveau toute une série de planchers. Et puis, ce qui était, donc vous voyez là, on est sur le nouveau, on est dans ce qui était le sous-sol initial du bâtiment, donc le niveau espace public, ce qui fait que maintenant, quand on rentre dans le projet, on n'est plus non plus sous 2,20 m sous dalle, qui était en fait cet ancien parking, mais on a aussi une lecture et une compréhension de la coupe du bâtiment initial de Petit, et qui nous invite à monter dans les étages et à se déplacer dans les différents auditoriums. Avec toujours à la fois, c'est aussi une façon de justifier auprès des élus qui ne comprennent pas toujours aussi cette notion qui consiste à laisser les traces, mais quand vous leur dites qu'il n'y a pas de sous pour repeindre, ça aide. Ça permet de ne pas venir, ce qu'on appelle, nous, mettre du ripolin et cacher toutes les interventions. Donc voilà, ces nouvelles trémies, puisque là, on est dans initialement l'ancien hall, qui est le premier étage. Et puis, voire même, ce qui est toujours aussi amusant, c'est de retrouver des traces dans le projet quand vous enlevez les couches. Ici, vous avez notamment à votre gauche un très beau Cy Twombly, et à votre droite un très beau Richard Lang. Et donc ça vous permet aussi
à la fois faire quelques économies de peinture, puisque pourquoi aller repeindre ce type d'ouvrage quand vous avez des choses aussi belles sous les yeux, voilà. Et puis le bâtiment aujourd'hui en fonctionnement, ça c'est une photo prise récemment, où dès les soirs de représentation, souvenez-vous la carte postale ou les photos de maquette où on voyait ce bâtiment qui était déconnecté de son rapport à la ville, tout de suite les gens habitent l'espace public et puis le théâtre sort sur la ville, avec finalement très très peu d'intervention. Je prolonge avec un projet de transformation d'une ancienne maison du peuple. Donc on reste dans la thématique en théâtre. Donc c'est une maison du peuple qui a été construite en 1935 par Albert Pin, qui est devenue maison de la culture et ensuite théâtre pour la ville de Saint-Priest. Donc c'est un bâtiment assez simple en art déco, mais qui avait lui aussi connu une histoire de transformation plutôt intérieure, avec aussi un incendie dans les années 80. Donc finalement, ce qui restait de ce bâtiment, c'était surtout son enveloppe extérieure et puis 2 escaliers métalliques. La particularité sur le plan historique, parce que là aussi donc on a mené des recherches avec Richard Klein, c'est qu'à l'origine, ce bâtiment était construit face au château que vous voyez là sur le plan masse, qui est un château du XIe siècle, qui est l'unique monument historique de Saint-Priest. Pour vous situer, c'est à l'est de Lyon, c'est un peu une ville dortoir lyonnaise. Et donc le maire à l'époque, quand il a fait construire la maison du peuple, a fait aussi a joué donc de ces deux bâtiments pour les mettre en relation avec autour un traitement paysager. Donc on avait vraiment un parc. Et à la même époque, il a construit le stade que vous voyez ici. Donc, dans les aménagements qui sont intervenus par la suite, notamment dans les années 70, cette relation-là, théâtre et château, a été énormément modifiée par l'aménagement de la place ici à l'arrière, qui est devenue une place de marché et une place de parking également, hors période marché, et l'aménagement de ces grandes barres de logement dans les années 60-70. Donc en fait, le rapport entre ces deux bâtiments était tout autre. Donc il y avait l'idée de mettre aux normes pour accueillir en fait des événements de plus grande ampleur. Donc sur le plan scénotechnique, il y avait dans la programmation des transformations assez importantes à faire au niveau de la scène et de l'arrière-scène. Il y avait aussi l'idée de conserver quand même l'image de la maison du peuple d'origine, et puis d'y intégrer des espaces plus conviviaux. Donc ça, c'était dans la programmation, et très vite, on s'est aperçu de la nécessité en fait de réorienter le bâtiment vers cette grande place qui allait devenir son nouveau parvis. Et c'est vrai que le travail de conception et de transformation sur les éléments qui sont plutôt extérieurs se sont dirigés de cette manière-là. Donc en plus, sur une façade sud, on pouvait imaginer que le café-bar allait profiter d'un parvis et d'une relation à un espace extérieur dédié assez intéressant. Mais voilà, face à un bâtiment assez monumental, c'est un exercice assez difficile, d'autant plus que sur cette place, l'architecte avait imaginé un péristyle. Et c'est un élément architectural qui est arrivé, plutôt décoratif, qui est arrivé très tard dans ses esquisses, vraiment à la dernière minute. Et qui, par contre, au niveau de la vie de Saint-Priest, avait une vraie utilité. Aussi, la population était attachée à ce lieu où ils venaient se prendre en photo, en groupe. Donc, c'était un espace qui était bien approprié en fait par les Saint-Priotes.
et qui par contre demandait pour faire la transformation sur la façade sud et sur le parvis d'être transformée, voire démolie. Donc là, la question était comment réintégrer en fait ce péristyle dans notre proposition architecturale. Donc là, vous voyez la façade est, donc la façade orientée vers le château, avec son écriture très années 30, art déco, blanche, neutre, mais très élégante, avec son petit escalier perron qui mène aux entrées. Et là encore, une problématique d'accessibilité qui nous obligeait aussi à réorienter les entrées donc vers le sud. Et donc dans l'espace intérieur du foyer qui se trouve derrière cette façade, notre idée était de retrouver en fait le volume en correspondance avec la façade. Et c'est-à-dire qu'il y avait eu plusieurs transformations et on a souhaité réintégrer un foyer qui correspondait au projet d'origine, pour que cette façade retrouve aussi son sens, voilà, et que l'intérieur et l'extérieur correspondent. Donc ça voulait dire sortir l'escalier principal qu'on retrouve ici à l'extérieur comme un volume qui vient se positionner latéralement et qui s'assume comme tel. Et puis vous voyez dans un second plan une amorce du café-restaurant qui vient s'ouvrir totalement sur le parvis. Ça résume assez bien notre démarche de conception. Il y a une pièce qui a été rapportée à ce programme, 2 pièces on va dire, mais la première qui va peut-être expliquer un peu l'organisation ici, c'est ce vide. On a souhaité en fait là aussi encore détacher les choses pour bien les représenter comme des éléments nouveaux par rapport à un ancien, tout bêtement. Et donc ce vide, c'est le patio. C'est aussi l'occasion de ramener de la nature, hein, vous l'avez vu, hein, dans un contexte extrêmement minéral. Et donc c'est une pièce rapportée qui n'était pas au programme. Et que ça parle d'économie aussi, c'est-à-dire comment à un moment on trouve un équilibre et on arrive à défendre une position en proposant quelque chose de plus. Vous voyez là le plan donc avec les parties démolies, les parties construites et à l'arrière, donc le gros travail de construction de scène arrière-scène, avec un volume aussi très important qui n'avait rien à voir avec le volume de la Maison du Peuple, évidemment. Hein. Maison du Peuple, on était plutôt sur une salle de fête, salle de réunion syndicale. Là, c'est un théâtre qui n'est pas national, mais un théâtre de grande importance avec 600 places assises. Donc on voit ce gros travail ici, l'implantation du café, du restaurant sur la place et le foyer qui redevient un espace vide, un volume en double hauteur d'accueil. Le projet en coupe et le deuxième espace qu'on a rajouté dans le puzzle du programme, c'est ce qu'on appelle l'espace de jeu, l'espace ici en dessous qui est un espace en plus de pratique et qui profite en fait d'un accès vers l'entrée vers la grande salle pour y installer un auditorium et une petite scène. On le verra après. Voilà un travail en maquette, comme toujours, où vous voyez donc une coupe sur la grande salle et les transformations qui se sont opérées aussi au niveau du grill technique, donc aussi dans la hauteur avec le rajout d'un niveau et d'un volume dans la grande salle. Et en dessous, le petit espace que l'on a intégré sous le gradin existant, comme on voyait tout à l'heure sur la coupe. Photo de chantier où vous voyez les démolitions importantes, les 2 murs de la salle qui sont conservés et qui serviront aussi de support donc de la surélévation. Et puis le niveau enterré ici en béton en premier plan qui supporte la nouvelle scène.
les traces des anciens gradins démolis et des poutres que vous voyez là, que l'on a conservées et qui sont venues s'intégrer dans la liaison entre le foyer et cet espace sous le gradin. Donc la maquette coupe sur le foyer, où on retrouve cette double hauteur. Voilà, la face chantier avec le mur rideau qui vient faire le lien entre cette cage d'escalier et l'espace du bar. Et donc les aléas chantier, les découvertes des planchers qui tiennent plus, qu'il faut démolir parce que c'est un espèce de mélange de ciment et de résidus de charbon, donc des choses qu'on découvre un peu aussi sur les anciens matériaux d'époque. Les murs en béton qu'on appelle du béton cyclopéen, puisque les galets sont tellement importants qu'il y a très peu de laitance. Et alors quand vous coupez dedans, c'est magnifique. Vous avez, on parlait des traces, des coupes et des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec ces bétons-là, c'est assez super, mais c'est aussi des difficultés puisque par rapport à la question du sismique, vous avez un classement. Là, on était dans le classement le plus défavorable. Donc, pour justifier ces bétons, ces structures, c'était renforcé structurellement. Et donc, c'est ce qu'on voit là dans le foyer. Il y a ce premier travail de libérer ces structures en béton qui plongent ensuite derrière et qui supportent le gradin, qui ont été conservées. Et puis on voit aussi nos apports à nous avec ces structures métalliques, toujours dans cet esprit-là de montrer en fait la différence dans la lignée aussi du travail sur Montataire. Et puis essayer de limiter l'emploi de trop de matériaux. Donc c'est aussi avec la structure qu'on fait le cantonnement par rapport à la sécurité incendie d'un espace comme celui-ci qui est considéré comme un atrium. Donc essayer aussi de réussir à répondre à un ensemble de contraintes qui sont mises au goût du jour et à l'actualité des bâtiments qu'on construit aujourd'hui, mais qui n'étaient pas intégrés à l'époque, évidemment. Donc je continue là sur le volume du foyer. Vous voyez, donc on devine le petit auditorium ici avec la petite scène que l'on a proposée en complément et qu'on voit ici en vue de face avec ces poutres ici. Alors parfois vous passez un peu pour des fous sur le chantier, mais pourquoi conserver et aujourd'hui en fait une fois que c'est fini, tout le monde trouve que en effet ça apporte aussi une certaine présence. Cette matière du béton, c'est aussi l'histoire en fait. Ça nous donne des clés de compréhension du projet. Là, on est dans la relation entre le foyer existant et puis la partie du café-bar avec cet escalier et puis l'ascenseur à côté qui gère l'accessibilité. Vous voyez en blanc le mur de la façade existante qui vient traverser aussi cet espace. Et donc un jeu de relations entre les ouvrages en béton brut que l'on apporte et ceux qui existent. La grande salle avec ses traitements en bois acoustiques. La même salle avec la vue côté Seine. Donc ça, je parlais des escaliers d'origine. Là, vous voyez, on en a un qui est là avec son garde-corps et auquel on a rajouté pour desservir la surélévation un nouvel escalier. On voit cette relation-là donc entre eux aussi qui se marque assez fortement entre l'ancien et le nouveau à travers le choix des matériaux. Et ça, donc, c'est la cage d'escalier en béton neuf où on est vraiment sur aussi la réalité constructive qui s'exprime à travers la matière et sa mise en œuvre.
Je parlais du péristyle tout à l'heure. Voilà notre réponse pour réinterpréter le péristyle dans le projet avec cet effet de colonnade, d'un élément très ouvert. Et on voit là ici la vue de la façade est après travaux de rénovation. Et la vue ici sur le parvis et le patio. Cet entre-deux qui est un lieu où le mur rideau réfléchit aussi cette façade. On a un peu là un résumé de notre intervention sur ce bâtiment. Il ne faut pas croire qu'on fait que des rénovations de théâtre, mais bon, le hasard fait qu'on vous en montre 3. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi intéressant de regarder comment on peut transformer des bâtiments finalement assez récents. Et vous allez voir celui-ci puisqu'il date des années 90. Mais l'attitude qu'on a aussi quand on intervient sur des bâtiments comme cela, c'est la même que quand on intervient sur les bâtiments des Perret ou sur un bâtiment art déco. Ici, on a travaillé avec Véronique Patéou, qui est ici et qui est notamment une des spécialistes de l'architecture postmoderne, et puis aussi Richard Klein. Et en fait, ce qu'on a fait avec eux, c'est aussi comprendre ce bâtiment, puisque là, pour le coup, à la fois, quand on est arrivé à Chalon-sur-Saône, on est tombé amoureux de ce bâtiment. À la fois, là, quand on est arrivé à Saint-Quentin-en-Yvelines, je ne sais pas si vous connaissez cette ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est difficile de tomber amoureux de cette ville. C'est un peu particulier. C'est vraiment une ville postmoderne, sortie de terre, avec Bouygues qui a son siège dans les années 80 et Bouygues a construit globalement, je pense, 80, si ce n'est pas 90% de la ville, et notamment ce théâtre. Théâtre qui a été donc réalisé par Stanislas Fischer, qui était en tout cas un architecte qu'on ne connaissait pas, nous, à l'époque. On n'avait jamais étudié l'œuvre de Stanislas Fischer. On a donc aussi appris. On a, avec Richard et Véronique, dans les archives retrouvées, notamment beaucoup d'articles, de publications à cette époque. C'était un architecte un peu phare dans les années 80-90. Et puis petit à petit, on s'est mis à aimer ce bâtiment, alors que franchement, au début, je me souviens, on revenait à l'agence et on se disait, mais ce concours, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment, quoi. Et en fait, la commande qui nous était faite était assez proche de Chalon-sur-Saône. C'était celle de rénover énergétiquement ce bâtiment qui est, vous l'imaginez, une passoire thermique comme beaucoup de ces projets à cette époque. Le souhait des élus, c'était de venir loger un restaurant gastronomique haut de gamme en rooftop sur le toit. Tous les élus rêvent de cela aujourd'hui. Et puis, c'était de faire un hall un peu à l'échelle de cet équipement, puisque ce que l'on a fait aussi, nous, très vite, quand on a été amené à concourir, c'est aller au spectacle pour comprendre aussi le bâtiment dans son fonctionnement. Donc, on est allé voir plusieurs spectacles. Et c'est vrai que très vite, je crois que même la question du hall n'était pas complètement dans le programme, mais en tout cas... on a très vite constaté qu'une des grosses difficultés, c'est que quand les spectateurs sortaient de la représentation, ils étaient projetés sur l'espace public, puisque ce bâtiment qui accueille une salle de 1500 places, je pense qu'il a un hall qui doit faire 50 mètres carrés. Donc vous imaginez que quand vous êtes au spectacle, vous ne restez pas dans le hall. On a commencé à chercher aussi dans les archives pour comprendre ce qui avait pu se passer et pourquoi Stanislas Fischer, qui avait quand même pas l'air d'être l'architecte le plus mauvais, le plus ignare, avait fait un hall de 50 mètres carrés quand on fait une salle de 1500 places. Et en fait, dans
toutes les archives que nous avons retrouvées. On a eu la chance aussi de le rencontrer, même si c'est quelqu'un qui est plus en très très bonne santé. C'était assez émouvant de rencontrer ce monsieur. Je pense que c'est aussi toutes ces histoires qui nous ont fait peut-être aussi nous ont appris à aimer ce bâtiment de par les rencontres que nous avons pu avoir avec lui, et puis tout ce travail d'archéologie. On a retrouvé notamment l'histoire, les planches du concours, et puis les images du permis de construire, qui est notamment l'image que vous avez en bas. Et puis on s'est dit, mais pourquoi finalement l'image du permis de construire n'a pas été réalisée ? Et en fait, donc là, on a aussi essayé de comprendre le bâtiment par les archives et les photos de chantier. Et on a très vite compris qu'en 90, il y avait un autre. Donc on est 10 ans après l'arrivée de François Mitterrand en France. Donc c'est aussi de la géopolitique, hein, c'est aussi de la politique quand on regarde l'histoire de l'architecture. Je le disais tout à l'heure avec Malraux et puis Chalon-sur-Saône. Et en fait, c'est un peu la même chose avec ce bâtiment à une autre époque. Puisque François Mitterrand, qui arrive à l'Élysée en 81, va lancer toute une série de grands projets, et notamment le projet de l'Opéra Bastille, que vous connaissez peut-être à Paris, et qui sera en fait un gouffre financier. Et en fait, le ministère de la Culture va devoir éponger les dépassements de budget sur l'Opéra Bastille. Et en fait, on demande en cours de chantier quasiment à Stanislas Fischer de trouver des pistes d'économie, et notamment en fait de réduire la taille de son bâtiment. Et en fait, le seul moyen de réduire la taille de son bâtiment consistera à ne pas réaliser ce que vous voyez ici, qui était en fait une grande boîte en verre, qui était en fait le hall initialement prévu pour faire fonctionner ce projet. Et donc, ceci ne sera évidemment pas réalisé. Il mènera aussi, parce que dans son idée, il voulait que le théâtre sorte sur la ville. C'était aussi une époque où, dans les grandes idées des directeurs de théâtre, des compagnies de théâtre, on imaginait cela. On a d'ailleurs retrouvé des photos d'archives ici à l'INA, qui sont des extraits de documentaires télévisuels, où le soir de l'inauguration, le portique que vous voyez ici, qui est la grande poutre qui est là, parce que tout le monde se demandait pourquoi il y avait cette grande poutre sur le bâtiment, qui est une poutre qui aujourd'hui ne sert strictement à rien. Stanislas Fischer avait imaginé cette poutre, comme on le voit dans ces dessins qu'on a retrouvés dans les archives, comme une poutre scénique. Et il voulait que en fait, les représentations aient aussi bien lieu à l'intérieur que sur la façade, sur l'extérieur, sur le parvis de son bâtiment. Donc immédiatement, on a aussi pensé à ce bâtiment qui ne sera pas réalisé par Cédric Price en 1964, à ce projet du Fun Palace, qui était une sorte de structure mobile, flexible, qui devait permettre toute une série de représentations. Et donc on va à la fois creuser les archives chez Fischer, à la fois aussi, je dirais, interroger et venir regarder les sources qui peuvent nourrir nos réflexions pour penser et repenser le nouveau projet de la transformation de ce bâtiment. Et en fait, on est souvent des très mauvais élèves. On a un peu pas du tout. Bon, on a perdu le concours, mais on a un peu pas du tout appliqué le programme qui nous était demandé, qui consistait à réaliser un restaurant sur le rooftop. Mais on s'est dit, en fait, il faut vraiment saisir cette occasion de recréer un hall pour réaliser ce que Stanislas Fischer n'avait pas pu réaliser, un peu comme tout à l'heure à Chalon-sur-Saône, et d'offrir en fait cet espace scénique, mais un vrai espace scénique sur l'espace public, puisque ce que vous voyez ici, c'est la poutre
que l'on voyait, qui est cette poutre scénique, de réaliser une extension. Et en fait, la porte qui est là est une porte qui existe, que Fischer avait prévue, mais qui n'a jamais été utilisée, de faire fonctionner cette porte et d'offrir une salle de spectacle. Donc ça, c'était la salle moyenne. Il y a une très grande salle de 1500 places qui est ici en dessous. Mais en tout cas, sur cette seconde salle, qui sont souvent des salles... Les salles de jauge moyenne, ce sont des salles qui permettent de faire des spectacles un peu plus expérimentaux, d'avoir un dispositif scénique à la fois en extérieur, à la fois en intérieur, pour offrir en fait un espace scénique qu'on appelle en quadrille, avec une scène qui tourne sur les quatre côtés et qui permettait à la fois de faire avec 2 gradins, avec 4, avec 3, voire avec un seul espace. Et de remettre, en tout cas d'achever, encore une fois, le projet de Fischer, à la fois de créer son hall et de créer cet espace scénique. Pour faire cela, évidemment, il fallait quand même qu'on réponde à la commande de départ qui était celle de faire un restaurant. Et donc on s'est dit, si on ne fait pas le restaurant là-haut, où on le met? Et ça aussi, ce sont un peu les archives qui nous ont aidés à cela. Là, je résume un peu rapidement, tout ça a pris un peu de temps. Mais dans les archives, on avait retrouvé que initialement le restaurant était ici. Et pourquoi il était là? C'était évidemment pas un hasard. Il était là parce qu'il était sur une façade sud. Et il était en fait, donc je disais tout à l'heure que Saint-Quentin-en-Yvelines est une ville, je trouve, un peu ingrate, en tout cas très, très, très urbaine. Vous imaginez une ville nouvelle des années 80-90. Et en fait, le seul endroit dans Saint-Quentin-en-Yvelines où il y a un morceau de nature, c'est ici. Et donc là, il y a un très beau lac avec un morceau de nature intéressant sur cette façade sud. Et on s'est dit, en fait, on n'a pas inventé grand-chose, en tout cas très modestement. On s'est dit, on va remettre le restaurant là où Stanislas Fischer l'avait imaginé sur cette façade sud. Et puis, on va faire un peu ce qu'il avait fait. On va commencer à essayer de fabriquer ce hall, cette grande boîte qu'il avait imaginé. On savait aussi, parce qu'on voulait quand même gagner le concours, qu'il ne fallait pas faire un hall pour faire un hall. Et comme on connaît, pour avoir un peu pratiqué les programmes de transformation de théâtre, on s'est dit, ce qu'il faut aussi offrir, quand on arrive à offrir pour le même budget des espaces supplémentaires à des techniciens et à des artistes dans un théâtre, ça marche quand même toujours mieux. Et en fait, on s'est dit, on va combiner la création de ce nouveau hall pour faire un espace de répétition, pour faire que l'on peut offrir non plus une 3e salle, qui est cette salle extérieure, mais voire une 4e salle, qui est un hall totalement modulable aussi dans l'idée de ce que vous avez vu tout à l'heure sur le Fun Palace. Et donc, on a cherché avec une série de maquettes comment on pouvait mettre en place cela. Avec ici une 2e maquette, puis une 3e maquette qui permettait de combiner à la fois le hall et puis cette 4e salle de spectacle qui n'était évidemment pas demandée au programme. Et puis on était assez séduits par cela. Et puis c'est aussi le jeu du concours. En tout cas, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était encore une fois d'achever le projet de Stanislas Fischer, comme vous voyez ici, notamment avec la coupe, puisqu'on avait vérifié à la fois techniquement et sur le plan scénique, ceci avait un vrai intérêt. Donc avec cette poutre, ici la coupe sur le plateau. Le rapport à la ville. Donc ici, vous percevez le lac et donc le restaurant qui venait se loger ici au sud. Et donc, très simplement, vous avez vu en rouge ce que l'on démontait, aussi dans l'idée de respecter l'œuvre de Fischer. On démontait très très peu d'éléments. Et là, on venait ramener en fait 2 choses. C'était cette structure qui était le prolongement de la structure scénique de Fischer, avec des systèmes de plateaux libres que l'on pouvait même, qui étaient des structures métalliques que l'on pouvait déplacer dans l'ensemble.
et puis ce système d'enveloppe autonome qui permettait de fermer le projet. Mais tout ça dans l'idée aussi puisqu'on avait retrouvé dans les écrits de Stanislas Fischer que ce qu'il avait cherché à faire avec son image où vous aviez cette boîte en verre devant cette façade post-mode, c'était le décor en fait, c'était la façade décor du théâtre. Et c'est pour ça qu'on a très vite aussi abandonné toutes ces maquettes qui obstruaient l'idée du décor chez Fischer et qui étaient très claires en tout cas dans ses écrits pour en fait pousser la compréhension et de voir ce qu'il avait voulu faire avec en fait cette nouvelle enveloppe qui devait mettre en exergue le décor derrière. Et puis, en fait, ce hall, pour lui, c'était un nouveau plateau de scène que l'on proposait ici avec cette structure flexible, un peu à la Cédric Price. Et donc, cette dernière maquette, qui était cette maquette du concours, où vous voyez ici le restaurant que l'on venait très simplement reloger dans l'emplacement initial chez Fischer, uniquement créer cette terrasse qui permettait aussi de faire de l'ombre à la médiathèque qui est en dessous, qui est en pleine surchauffe dès qu'il y a un rayon de soleil, et donc de régler très simplement la surchauffe de ce lieu en dessous juste par l'apport de cette terrasse. Et puis, comme vous le voyez ici dans l'image du concours chez Fischer, de venir reconstruire cette nouvelle extension différemment, évidemment, devant le décor, la façade postmoderne de Stanislas Fischer. Bon, nous l'avons perdu, les élus ont quand même préféré le rooftop. Un dernier projet, si vous avez encore un peu de... Un dernier projet qui n'est pas construit, qui est qu'au stade d'étude, qui est la transformation d'une ancienne gare maritime au Havre, sur les quais Southampton, juste ici, donc à côté pas très loin du Mouma et de la capitainerie. Et dans le contexte aussi du réaménagement des quais du Havre, le Desvignes, qui a été livré assez récemment, qui a complètement transformé en fait ces anciens quais, mais aussi le contexte qui est celui du patrimoine de Perret, avec la reconstruction de la ville du Havre et le classement à l'UNESCO de cette ville, enfin de cette partie de reconstruction. Et donc le programme, c'est donc la transformation de cette gare maritime qui servait aux ferries, au débarquement et embarquement des passagers des ferries qui provenaient d'Irlande. Donc un bâtiment uniquement pour aider à faire cette liaison entre le ferry, le bateau et la ville. Donc une construction finalement qui n'avait que pour programme un escalier et puis deux portiques de part et d'autre du bâtiment au droit du quai pour accueillir les passerelles piétonnes et passerelles aussi pour les accès des véhicules. Donc de part et d'autre du bâtiment et du parking en fait, à la fois le coin où quand on prend le bateau, on arrive et puis on fait la queue et on attend. Et puis de l'autre côté, quand on sort du bateau, on rejoint la ville par la rampe. Donc un espace très très minéral sur des quais qui ont été construits justement dans cet objectif d'y accueillir ces ferries. Donc là, le contexte, on le voit à la fois Perret et à la fois cet univers maritime du quai sud du Havre. Et donc là, en illustration, l'avenue Foch et la porte Océane de la reconstruction de Perret. Et ici, le projet en phase de chantier. Les ferries qui accostent.
Voilà, donc là on est plutôt sur une vue sur le contexte à la fois très minéral de ces aires d'attente pour les voitures. Et puis alors vous voyez le bâtiment ici qui est un peu une surprise, qui a été une surprise pour nous, parce que bon, après il a connu aussi quelques transformations. C'est Aropa donc qui gère le port, qui est propriétaire du bâtiment. Très vite, on reconnaît en fait dans son écriture architecturale à la fois un peu du high-tech, mais aussi évidemment un emprunt au monde maritime. On y a, vous voyez, les mâts, les câbles tendus, les cheminées, un des bâtiments ici, la salle panorama en proue. Donc une écriture qui est très très reliée donc à tout cet univers. Les architectes, c'est Mioche et Mariette. Donc là, on a une publication qui date de 87. Le bâtiment a été construit en 86. Donc il y a eu une reconnaissance aussi à cette époque à travers le monde professionnel, des publications. Et le projet actuel de la ville est donc de le transformer en centre d'art contemporain. Ils ont lancé un concours et on a été retenu. Il vient de manière un peu singulière se positionner sur les quais, à côté de la sculpture, la Catène, le Mouma, donc un peu dans ces séries d'objets qui sont posés là sur les aménagements plutôt en pelouse des vignes. Cette photo-ci, c'est parce que Richard Klein a mené lui aussi une petite recherche sur l'histoire de la construction de ce projet. Il a fait un parallèle avec ces navires qui appartiennent à la compagnie de remorquage du port du Havre, qu'on appelle les Abeilles. Et il a fait le parallèle par rapport à la bichromie, le noir et blanc, en pensant qu'il y a véritablement un lien qui a été fait par les architectes à l'époque quand ils ont construit le bâtiment, où ils ont employé ces deux teintes. On verra comment nous on s'est inspiré aussi en fait de cette référence pour faire notre projet. Donc là, vous avez les extraits des archives où vous retrouvez en effet cette architecture très singulière. Là aussi, si on avait écouté le maire, il n'y avait plus de ce bâtiment qui n'en voulait pas. Et donc tout le travail a été aussi, évidemment, par les programmistes, mais aussi par nous, de les convaincre de l'opportunité qu'il y a là de conserver un bâtiment comme celui-ci, et puis de le transformer pour en faire une deuxième version, une deuxième composante, avec un tout autre programme qui est aussi l'opportunité, en fait, évidemment, de transformer. Donc là, vous avez le bâtiment à gauche d'origine avec les parties en rouge qui sont transformées. On voit qu'en fait, on va surtout agir sur l'enveloppe. Et puis, sur l'escalier qu'on voit en partie ici, qui rejoint le sol au niveau bas, mais qui est plutôt un escalier central, qui vient s'insérer entre les deux cheminées et qui permet de relier la salle panorama, le volume qui est en proue, au portique qui est ici, qui supportait en fait les passerelles de débarquement et embarquement des piétons qui se positionnaient là et qui rejoignaient ici la salle panorama. Donc en fait, c'est un bâtiment plutôt creux qui ne servait qu'au public de cette manière-là, entrer et sortir. Il a été par la suite transformé en centre d'exposition par Aropa pour exposer les activités du port. Et là, on voit donc la manière dont on le transforme. Alors, le volume existant était insuffisant en termes de capacité pour accueillir le programme. Donc, il fallait de toute façon créer à un moment une extension. On avait comme condition de ne pas intervenir au-delà de la limite du bâtiment existant. Donc, il était impossible en fait d'apposer un bâtiment à côté. Donc, on a tout de suite envisagé évidemment à une surélévation. Et par rapport à l'histoire de
la conception à l'origine, on a vite compris qu'en fait, au départ, c'était un bâtiment symétrique et qu'encore une fois, à la dernière minute, on leur a demandé de créer de la surface complémentaire, d'où cette aile qui est identique à celle-ci, qui est venue être rajoutée pour accueillir l'administration. Et on s'est servi en fait de cette mécanique-là pour imaginer la surélévation justement à cet endroit-là, pour que d'une certaine manière, on revienne en fait à un état de symétrie tel qu'il avait été imaginé à l'origine. En termes de programme, c'est un restaurant avec un point vente qu'on voit ici sur l'aile ouest. Ici, donc, l'idée de conserver ce volume comme un espace de circulation, où on y retrouve en effet un escalier rapporté par nos soins. Ici, les ateliers pour enfants, un premier espace d'exposition, l'administration et donc à l'étage, sur l'aile ici en surélévation, le grand espace qui profite en fait d'une création neuve pour y intégrer toutes les contraintes d'exposition de l'art contemporain, c'est-à-dire des hauteurs sous plafond très importantes, pas de lumière, plutôt un apport en lumière par shade. Voilà, donc on voit sinon ici la salle panorama et sa liaison avec le portique qui devient un espace lui aussi d'exposition extérieure. La vue en coupe. J'ai mis quelques plans coupe de structure, peut-être pas très lisibles, mais c'est juste pour parler de la question du réemploi qu'on a imaginé cet endroit-là vis-à-vis de la structure. Donc là, c'est pas du béton, c'est de la structure métallique. On est plutôt sur un projet un peu mécano, et on a profité en fait de cet état-là pour se dire que là où on mettait la technique au-dessus des ateliers ici, les structures existantes étaient suffisamment dimensionnées pour supporter ces charges-là. Et donc on en a profité pour les démonter, pour les installer ailleurs, là au niveau de la surélévation où on crée cette toiture à shade. Voilà, tout simplement démonter, on remonte et puis on rend aussi cet état-là visible. On va percevoir en fait ces structures existantes dans le maillage des nouvelles structures qu'on crée et qu'on a créé pour faire cette surélévation. La coupe aussi structure, parce que on voit que en fait on va démonter l'escalier métallique à cet endroit-ci qu'on va reconstruire de manière plus claire dans l'idée de profiter uniquement de cette travée de la rue intérieure pour l'escalier, et puis au-dessus les escaliers qui sont conservés et qui mènent à la terrasse au-dessus de cette salle qu'on appelle la salle panoramique, qui devient un espace un peu de réception dans le centre d'art contemporain. Donc là, une vue en maquette où on voit le travail qui est mené sur la surélévation, qui est comme un volume posé là, en acier galva poli avec un effet de pointe de diamant pour travailler sur la lumière, puisque c'est un volume très fermé, sans ouverture, mais on voulait quand même qu'il dialogue avec la ville, et donc on a profité de la lumière du Havre et puis la proximité aussi de la lumière du port pour proposer une façade un peu structurée de cette manière-là, qui est embouti, c'est un acier embouti, donc ça parle aussi des moyens pour obtenir de la matière et de la rigidifier. En fait, ça nous intéressait aussi. Donc c'est aussi des enjeux de structure en fait qui apparaissent là, qui se traduisent d'une manière différente. Et puis le matériau, c'est parce qu'on est à proximité du port et qu'il faut des matériaux qui résistent aux embruns. Et oui, aussi donc principalement notre transformation sur le corps principal du bâtiment, c'est ce mur rideau, voilà, qui vient habiller l'intégralité des façades avec un jeu de transparence et qui laisse aussi transparaître les structures à l'intérieur, ces structures métalliques,
un peu comme une obsession. Là, on a deux vues différentes de la maquette, donc un travail en maquette assez poussé pour réussir à lire en fait et surtout à communiquer sur nos projets, parce que la maquette, quand elle a été sortie dans le bureau du maire, elle a fait un peu son effet, on va dire, parce que très vite on arrive aussi à réagir par rapport à un projet dans sa globalité, dans sa volumétrie, dans ce qu'il exprime à travers la maquette. Voilà, le jaune qui apparaît ici, c'est aussi un peu donc en référence aux abeilles, les bateaux qu'on voyait tout à l'heure. C'est notre manière à nous d'apporter notre touche et cette référence, de s'en servir aussi dans la conception de notre projet. Voilà, merci. Je dirais juste un petit mot, parce que c'est assez intéressant sur le Havre, parce que sur le Havre, on a gagné avec le projet le moins interventionniste sur l'existant, alors qu'on avait des illustres confrères face à nous qui étaient énormément intervenus sur le bâtiment, et on était les plus en retrait. Et pas du tout, en tout cas, c'était pas le choix du maire d'ailleurs au départ. Et ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant de voir comment on peut faire on peut gagner aussi parfois des concours sans être attendu sur la réponse qui est celle attendue au départ, quoi. Et puis donc juste pour terminer, parce que ça, ces projets que vous avez vus, on les mène pas à deux, encore moins seul. Et c'est avec une équipe. L'équipe est là dans l'amphi, donc c'est aussi important de le préciser. On a la chance d'avoir des collaborateurs fantastiques. Ils sont 8, ils sont ici. C'est Jeanne, c'est Laurence, c'est Florian, c'est Thomas, c'est Lucas, c'est Elliot. Et sans eux, on ne ferait pas ces projets. Voilà. Merci.